Bonjour. L'ensemble des espèces vivantes à une période donnée constitue la biodiversité. On connaît aujourd'hui environ 1 million d'espèces sur Terre et on estime à environ 10 millions le nombre d'espèces totales existant. Comment expliquer cette diversité et celle-ci a-t-elle toujours existé? Nous examinerons ici la notion d'espèce ainsi que les mécanismes présidant à leur évolution. Des individus vivant au même endroit, partageant les mêmes ressources et interféconds, constituent une population. Des migrations peuvent intervenir, qui engendrent de nouvelles populations. Le problème se pose alors de distinguer et de nommer ces différents individus. Carl von Linné fut le premier à proposer un système pour reconnaître et bien sûr nommer les différents animaux, les différentes plantes qu'il rencontrait. Par exemple, il utilise ce qu'on appelle la notation binomiale, à savoir un nom de genre et un nom d'espèce, le premier correspondant au nom de famille et le second correspondant au prénom, pour faire une analogie. Alors, qu'est-ce qu'une espèce? Le premier critère qui vient en tête, c'est de comparer visuellement deux individus. Mais ce critère n'est pas valable tout le temps. Nous pouvons avoir des individus dissemblables et qui pourtant appartiennent à la même espèce. Ici, nous avons le mâle et la femelle de Passer domesticus, le moineau commun. Le critère phénétique n'est donc pas le seul à nous permettre de distinguer une espèce. Parmi les outils modernes de la biologie, la génétique nous fournit des preuves tangibles de l'appartenance d'un individu à une espèce donnée. Jusqu'au XIXe siècle, l'idée qui prévalait, y compris au sein de la communauté scientifique, était qu'un démiurge avait créé toutes les espèces de façon immuable. Charles Darwin révolutionne ce concept en proposant une théorie évolutionniste où chaque espèce apparaît, vit et disparaît à un moment donné. Aujourd'hui, comment explique-t-on les mécanismes de l'évolution? Le hasard est un facteur qui intervient dans la répartition des allèles d'une génération à l'autre. Ici, par exemple, la couleur des poissons, la forme et la position des nageoires. Cette modification aléatoire de la fréquence des allèles s'appelle la dérive génétique. Celle-ci est d'autant plus importante que la population est petite. En clair, la stabilité du génome est garantie par un grand nombre d'individus. Inversement, un petit nombre d'individus va permettre l'expression des variations génétiques. Lorsque les conditions environnementales favorisent la descendance de certains individus, on parle de sélection naturelle. Par exemple ici, la forme et la position des nageoires vont favoriser certains individus qui vont transmettre ce caractère aux générations suivantes, modifiant par là même leur population. Prenons un poisson, la rascasse, Scorpaena notata, avec la notation binomiale de M. Linné. Ce poisson possède deux nageoires pectorales relativement avancées qui lui permettent de reposer sur le fond, l'avantageant pour la chasse à l'affût. Elle peut donc avoir un meilleur accès à la nourriture, se reproduire plus facilement que ses congénères qui n'auraient pas ces pectorales, et donc perpétuer la transmission de ce caractère aux générations suivantes. Ces deux mécanismes, ainsi que ceux du brassage génétique, constituent, en l'état actuel de nos connaissances, l'explication de l'évolution des espèces. Cette évolution explique la biodiversité actuelle des espèces. On peut construire des liens entre des espèces proches et retracer leur histoire grâce à un arbre phylogénique. Un arbre phylogénique, c'est l'apparition, genèse, de branches, phylum, de certaines espèces. Si on matérialise les transferts horizontaux, les hybridations, on obtient un réseau phylogénique. Lorsqu'on évoque l'apparition d'une nouvelle espèce, on parle de spéciation. Il faut tenir compte de 3 paramètres lorsqu'on aborde cette notion. Le temps. Ici, nous avons représenté
un nombre d'individus plus ou moins important qui évolue en fonction du temps. Une espèce est toujours temporaire. Elle apparaît, elle se développe de façon plus ou moins importante, et elle a une fin, plus ou moins rapidement ou plus ou moins abruptement, comme dans le cas des dinosaures. Le second paramètre, l'espace. Lors d'un événement géologique majeur, par exemple l'écartement de deux plaques, comme dans l'Est africain, nous allons avoir un changement de topologie et un changement de climat qui va influencer la répartition des populations et leur développement. Ainsi, nous allons avoir un climat plutôt chaud et humide dans les montagnes qui ont été formées et un climat plutôt aride et sec à l'ouest de ce rift. Les populations vont être séparées, vont évoluer différemment, formant à terme deux espèces distinctes. La reproduction est le troisième paramètre. Au sein d'une même population, certains allèles vont être dominants et d'autres récessifs, et donc s'exprimer en fonction des individus qui se reproduisent. Au fur et à mesure du temps, les allèles vont évoluer et vont s'exprimer plus ou moins majoritairement, de sorte que, au bout d'un moment, grâce à la sélection naturelle, qui va favoriser tel ou tel individu, ou groupe d'individus, on obtiendra deux populations tellement différentes qu'elles ne seront plus capables de se reproduire viablement. On obtiendra donc deux espèces distinctes. Il s'agit ici d'un isolement reproductif.